Voilà, c'est parti. Bonjour Perle. Alors, bonsoir Lou. Bien, donc on va reprendre, comme je vous le disais, on avait traité lors de notre dernier cours l'annale de 2002. Nous allons traiter maintenant l'annale de 2004 que vous devez avoir dans votre net campus, mais que je vais reprendre ici. On va se mettre dans le contexte. Donc, on a mademoiselle Pierrine Bordenave, titulaire de la BTS diététique, qui est responsable des achats d'un supermarché bio situé en périphérique de Bordeaux. Le local est une sorte de hangar au confort minimal et offre un assortiment très étendu de produits diététiques, biologiques et écologiques. Forte de son expérience, de sa connaissance des circuits d'approvisionnement et des bons contacts qu'elle a su établir avec les clients, elle envisage elle-même maintenant de créer sa propre entreprise de commerce de détail. Elle dispose... Oula, on ne touche pas. Qu'est-ce qui touche? Alors, hop, voilà. Vous l'avez, hein, je sais que vous voulez faire des copier-coller, mais vous l'avez dans votre net campus. Si vous prenez le précédent cours, vous avez tout le sujet avec d'ailleurs les tableaux pour répondre, etc. Donc, elle dispose de moyens, donc elle veut créer sa petite structure, elle dispose de moyens financiers limités, mesure la difficulté, et elle mesure aussi la difficulté de la tâche pour laquelle elles se sont prêtes à s'investir totalement. Perrine a trouvé un local de 78 mètres carrés, donc peut-être que les 78 mètres carrés ici seront importants, rue de la Porte Bigeot, rue piétonne très commerçante et assez chic, située au centre de Bordeaux. Elle choisit un nom chez Pierrine, d'accord, comme enseigne. Depuis peu, un tramway relie le centre de la ville à la périphérie de l'agglomération. Donc, on peut imaginer que sa zone de chalandise va s'étendre légèrement. Donc, on va nous demander de définir le chiffre d'affaires prévisionnel qu'elle peut envisager à travers un certain nombre de choses. Alors, je regarde les choses qui importantes. Et on nous propose une trame, d'accord? On nous propose une trame pour établir son chiffre d'affaires, trame qu'on a déjà utilisée ensemble, d'accord, lors des cours. Je vais vous la mettre à l'écran et puis on va regarder comment on peut gérer ça. A priori, il n'y a pas de grosses difficultés, normalement. Donc voilà la trame que le sujet proposait. Donc vous voyez qu'on vous aide vachement quand même pour établir ça. Donc nous, on va bien sûr indiquer les résultats, mais on va aussi indiquer ici sur le côté, ce qui n'était pas demandé, les calculs pour qu'on soit bien précis. Alors, je vais vous faire participer un peu. Quelqu'un veut se lancer sur d'abord sur le premier. Allez, on y va. Audrey? Audrey, vous nous faites le premier et puis après on enchaînera pour les autres. Vous nous dites comment vous voyez les choses. Donc on nous dit ici que la consommation des ménages par habitant dans la France entière est de 13 077 € en 2001 et qu'il y a eu une augmentation de 3% en 2004. Et comme nous, on se situe en 2004, on veut connaître évidemment la consommation des ménages en 2004. Donc, il va falloir augmenter la consommation de 2001 de 3% pour obtenir la consommation de 2004. Je vous laisse un petit peu réfléchir et puis je laisse Audrey travailler. Vous pouvez nous indiquer sur le côté le calcul que vous allez faire et éventuellement le résultat si vous avez trouvé un résultat.
Ah, j'aurais voulu que vous me le marquiez. Oui, c'est ça, Audrey. Alors, c'est ça, presque ça, on va dire. C'est presque ça. Okay. Oui, voilà, je préfère que vous l'écriviez dans le jump, parce qu'en fait, moi, je regarde le jump, donc... Voilà, voilà. C'était juste les petites virgules, les petites parenthèses que vous n'aviez pas mis dans votre réponse et qui sont importantes. Ok, c'est parfait pour ça. Si vous avez le résultat, vous pouvez l'inscrire dans la case. Donc 13 469,31. C'est très bien. Merci Audrey. C'est du bon boulot. Alors, dans le deuxième calcul, on nous dit que l'indice de l'IDC, hein, l'indice de disparité de consommation pour l'agglomération bordelaise est de 1,87. Il ne faut pas prendre le pourcentage là. Ils ont fait une erreur. Il y a une erreur dans le sujet. Ça n'est pas exprimé en pourcentage. D'accord. Donc ça, hop, je vais mettre un petit truc blanc dessus. Il ne faut pas le prendre. Hein, d'accord. Il y avait une petite erreur dans le sujet. Enfin, il y avait une explication sur l'indice de disparité qui permettait normalement de comprendre, mais le pourcentage n'est pas bon. Hein. C'est pas comme ça qu'il faut l'entendre. L'indice de disparité, c'est quoi? C'est est-ce que les gens consomment plus que la moyenne nationale, d'accord, puisqu'on part d'une moyenne nationale. Si l'indice il est supérieur à 1, ça veut dire que les consommateurs dans l'agglomération de Bordeaux consomment plus, puisqu'ils consomment plus que ce qu'une personne consomme au niveau de la moyenne nationale. Par contre, si l'indice de disparité était inférieur, alors ça veut dire que les gens consomment moins que la moyenne nationale. Donc obligatoirement ici, pour connaître la consommation des ménages de Bordeaux, vous allez faire un petit calcul et vous devez obtenir plus que la moyenne nationale. Alors, quelqu'un veut se lancer? Monsieur, moi je veux bien, mais en fait, je vais d'abord vous poser la question du coup, parce que comment. Et en fait, l'indice de disparité, ça veut dire qu'il consomme 13 000 nanana fois 1,087 ou 13 000 nanana plus 13 000 nanana fois 1,087. Non, parce que c'est le même. Regardez bien. Qui est-ce qui ma question. C'est qui? Charlotte? Pardon, oui. Parce que comme je ne vois pas qui parle, alors je vais vous montrer le calcul. D'accord? Si vous faites 13 469, je ne vais pas mettre les virgules, hein, fois 1,087. Finalement, vous faites 13 469 plus 13 469 fois 0,87. Oui. 0,087. D'accord? Donc, soit vous le faites comme ça, ce qui est une possibilité, ou c'est la même chose que si vous faisiez 13 469 plus
13 000. 469 fois 0,87. Voilà, exactement. 13 469 fois 0,87. Mais imaginons si c'était négatif. Le mieux, c'est de le multiplier par l'indice. Parce que l'indice, il aurait été à 0,95, par exemple. Voilà. Le mieux, c'est parce que vous auriez dû faire x1 moins 0,5. Oui, oui, ouais. C'est plus Ok. facile. Cette façon d'aborder le Méthode, problème est plus facile que la deuxième. Ok, merci beaucoup. Allez-y, je vous laisse donc indiquer le résultat que vous avez trouvé. Donc, je rappelle quand même, l'indice de disparité, c'est le fait pour une certaine population donnée de consommer plus ou de consommer moins par rapport à une moyenne nationale. Donc, généralement, je vais vous donner l'accès, Père, je vois que vous essayez d'accéder sur le Jam. Généralement, l'indice, il est de 1, et quelques, il suffit de multiplier par, c'est un coefficient finalement. Alors, Perlin, Jovier, @gmail. Voilà. J'ai une autre question. Eva. Eva me dit pourquoi le 1 disparaît. Le 1 ne disparaît pas, le 1 il est là. Ça, c'est une fois, on le fait. Ça, c'est une fois. Et après, on rajoute encore 0,87. Donc finalement, on aura fait 1,87. C'est comme si ça, c'était 13 469 fois 1 plus 13 469 fois 0,087. Ce qui revient au même à 13 469 fois 1,087. Ça marche? OK. Alors, OK, super. Donc, en fait, c'est une moyenne et Bordeaux consomme plus que la moyenne. Exactement, c'est bien. Quand l'indice de disparition, c'est-à-dire que la ville consomme plus que, ou la population concernée consomme plus que l'indice, enfin, que la population moyenne. Alors, ensuite, on nous indique que la part des boissons, de l'alimentation et des boissons non alcoolisées est de 14,7%. Donc, pourquoi mon écran est trop petit là. Voilà. Anan, vous nous traitez la question suivante avec votre petit calcul sur le côté, qui n'est pas très compliqué encore une fois, et qui va nous amener ici à un certain chiffre. Votre tour viendra, Valérie, mais ne vous inquiétez pas. Je vais vous dire ça. Alors, je peux tout de suite. Donc, 641,14. Ça, c'est notre consommation avec l'indice. Je veux faire le troisième. C'est bien que vous vouliez participer. Ça me change. Tout à l'heure, j'ai cru péter un câble avec une autre classe où l'élève était connecté et ne me répondait pas, donc je parlais tout seul. Et j'ai horreur de ça. Je préfère encore qu'on me dise, monsieur, j'ai pas compris, ou monsieur, je peux pas le faire, ou j'en sais rien, plutôt que de me laisser parler dans le vide. Anan, vous êtes avec nous ou pas? Je pense que vous êtes avec nous, Anan, puisque je vous vois connecté, oui. C'est bon, vous nous faites le suivant. Donc, la dépense en termes d'alimentation et de boissons non alcoolisées, c'est 14% de la dépense moyenne des Bordelais. Alors, ah non, non, merci, ça veut dire quoi? Non, non, merci. Bon, allez-y, Célia, alors, parce que Anan se défile. Allez-y, Célia. Voilà.
Ça vous a sauvé la vie, hein. Ok, Célia. Alors, est-ce que Valérie, par exemple, vous êtes d'accord avec ce que Célia nous a indiqué? Excusez-moi, je suis désolée, je suis dans le train. Je vois pas du tout en fait le jam. C'est pour ça que j'écrivais les résultats sur le chat. Vous Ok, m'entendez? ça marche. Ok. Oui, 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 je vous entends bien. Ok, pas de souci. Quelqu'un veut Mathilde de Lille. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que Célia a indiqué? Moi, je suis pas d'accord, monsieur. C'est Charlotte. Charlotte, Moi, je Charlotte. préfère être honnête. Je suis pas encore à l'aise avec cette partie-là. Donc là, pour Ça l'instant, je marche, suis voilà. juste en train d'écouter et de D'accord, comprendre. ça marche. Alors, Charlotte n'est pas d'accord. Comment vous auriez fait, Charlotte? Ben, moi, j'aurais fait fois, enfin, j'aurais fait 14,7% de 14 641,14. Voilà, exactement. Donc, comment on fait ça fois Alors, 14,7%? On non fait aussi non plus, fois, Valérie. ah, je sais, on Je fait lis, hein. fois 0,147. On fait 14 141,14 fois 0,147, non? Oui. Oui, 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 c'est bien ça. Alors, Célia, écoutez bien, hein, d'accord? Quand on a un pourcentage, d'accord? Quand on a un pourcentage qui correspond à la part de quelque chose. Donc, on nous dit que sur ces 14 000, les gens consomment 14%, donc la part pour l'alimentation et les boissons non alcoolisées, c'est 14%. Quand on calcule un pourcentage par rapport à quelque chose, on va simplement multiplier 14 641,14 par le pourcentage. Donc, vous pouvez faire par 14,7%. C'est tout à fait possible sur vos calculatrices. Ça marche. Ou bien, vous auriez pu faire 14 641 multiplié par 0,147. Ça marche, Célia? Vous avez compris ou vous voulez que je réexplique? Et on va donc obtenir, si on fait ce calcul-là, 2152,25. Donc, ça n'a pas écrit 2152,25. Je réexplique. Je réexplique donc. Hop. Ici, donc, sur ces 14 000, il y a 14% qui est consacré à l'alimentation et aux boissons non alcoolisées. Donc, pour trouver combien représente 14% de 14 000, je vais simplement faire 14 641,14 multiplié par le pourcentage. D'accord? Et à partir de là, je vais obtenir 2152. Et on nous dit que sur ça, alors, mais oui, j'ai compris au début, j'avais fait un, mais ça me paraissait bizarre, c'était trop important. Oui, bah oui, 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 voilà. Ouais, vous avez mal placé votre virgule. D'accord. Donc ici, quelle est la part de ces 2000 qui est consacrée aux dépenses des produits diététiques? Donc on sait que les gens, d'accord, les gens consomment en termes d'alimentation et de boissons non alcoolisées 2152 € par an. Sur ça, il y en a 0,64% qui consomment ça en produits diététiques. Donc ça a fait combien de dépenses? On va appliquer exact. Je vous laisse faire, Célia. Je vous laisse refaire, parce que vous vous êtes trompé. Vous avez le droit de recommencer. Je vous laisse refaire le calcul. De ces 2152, il y a 0,64% qui sont consommés en termes de produits diététiques.
Alors, vous prenez 0,64 et vous le divisez par 100. Donc, vous reculez la virgule de 2 rangs. Donc, si vous reculez à la virgule de 2 rangs, ça vous donnera effectivement 0,0064. Ou bien 0,64%. Sur vos calculatrices, encore une fois, je vous dis, ça marche. Voilà, Anan. Mais pourquoi 14 641, Anan? Ce n'est pas 14 641. Il faut repartir des consommations pour la part alimentation. Là, vous me parlez des consommations totales. Ça marche, c'est bien. Impeccable. Très bien. Anan, OK. Il ne faut pas repartir de 14 641, mais il faut repartir de 2152,25, puisqu'on nous dit que c'est sur cette partie-là. Ça marche? OK, parfait. Donc maintenant, on nous dit que, voilà, on sait qu'en moyenne, les habitants de Bordeaux, en matière de produits diététiques, par an, consomment 13,87 €. En matière de produits diététiques, bien sûr, liés à l'alimentation. Sachant qu'il y a 754 000 habitants à Bordeaux. Combien les habitants, globalement, tous les habitants de Bordeaux, consomment en matière de produits diététiques, alimentation et boissons non alcoolisées? Quelqu'un veut se le faire, celui-là? Alors, pas Charlotte, pas Célia, elle a déjà beaucoup travaillé. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude, la fois dernière, j'avais tenté Perle. Alors, si Perle ne répond pas, Perle, elle est là? Oui, Perle, comme je l'entends jamais. Perle, je préfère écouter, monsieur. D'accord, pas de souci. Allez, Anan, on vous laisse. On vous laisse faire. Et je serais vraiment pas mieux, quoi. Donc, je vais pas me moquer. Je ne sais pas si c'est à nous que c'était adressé. Allez, faites-le, Anan. Après, vous vous trompez, c'est pas grave, hein, je vous dis. On s'en fiche. Je préfère que vous vous trompiez là, je vous explique. Je vois vos erreurs, je vois comment vous vous êtes trompé. Ici, sachant qu'une personne, en moyenne, consomme 13,77 € et qu'il y a 754 000 habitants, combien, grosso modo, je vais avoir en termes de total de dépenses? On a dû perdre Anan. Non, non, pas du tout, mais j'essaye différents calculs avant de vous le présenter. Ok, Non, non. d'accord, ok, on vous laisse le temps alors, pas de souci. Mais je vais vous le dire à l'oral. Du coup, en fait, je pense que c'est 754 000 divisé par 13 000, par 13,77, non? Écoutez bien ce que je vais vous dire, Anan, d'accord? Une personne consomme 13,77. Ok, ça on est d'accord, en moyenne. Ouais. S'il y a 754 000 personnes, quelle est la Oui. consommation totale? Si une personne. Ah bah non, oui. Bah non, c'est pas ça. C'est fois. Voilà, exactement. Oula, qu'est-ce qui touche? Ah mais. Alors on va essayer de replacer ça. Hop, voilà. Ok, Alan, c'est bon, Valérie, vous aviez bien vu. Donc, vous allez multiplier simplement 13,77 par 754 000 personnes. Donc, comme une personne consomme en moyenne 13,77, pour trouver la consommation totale, 13,77 multiplié par le nombre de personnes, 754 000 personnes. D'accord, on devrait être à peu près à ça. Combien vous m'indiquez?
Ok, alors, je vérifie juste le chiffre que Anna nous a mis. Donc, 10 millions. Alors, moi, j'ai trouvé 10 millions. À mon avis, vous avez dû oublier un chiffre, Anna. 10 millions 385 885. Donc, à mon avis, vous avez dû 385 885. 885. Voilà ce que moi j'ai retrouvé. Vous avez dû juste un petit peu vous tromper dans le calcul. Je vérifie quand même le mien si j'ai bien pris les bons montants. 754 000 personnes multipliées par 10. OK. Voilà. Donc, la consommation totale des habitants de Bordeaux, de tous les habitants de Bordeaux, concernant les produits diététiques est de 10 millions. D'accord? Et on nous dit qu'il y a une part de ces 10 millions qui sont consommés dans les produits, dans les magasins spécialisés. Les autres 43% qui manquent ici sont consommés dans d'autres magasins qui ne nous intéressent pas. Nous, c'est les magasins spécialisés qui nous intéressent. Je vous laisse faire, Eva, vous vouliez faire l'avant-dernier? Je vous laisse faire l'avant-dernier. Donc, combien représente 57% par rapport à 10 millions? Un petit peu le même principe qu'on avait fait tout à l'heure, on va simplement multiplier par le pourcentage. Excusez-moi, vous m'entendez? Oui. Ah, super. Oui, je vous donne le calcul à l'oral, du coup, parce que je galère un peu. Il faut faire 10 383 885 fois 57 divisé par 100. Et j'ai trouvé, du coup, le résultat de 5 919 954,45. Parfait. Regardez votre méthode, puisqu'elle est bonne. Très bien, il n'y a rien à dire là-dessus. On aurait pu faire aussi 57% ou 0,57, ce qui revient exactement au même. C'est parfait. Alors maintenant, donc, on sait qu'il y a 5,9 millions qui sont consommés dans les magasins spécialisés. Et Perrine, elle espère capter 1,9% de cette clientèle. Donc, quel est le chiffre d'affaires qu'elle peut éventuellement faire? Quelqu'un veut s'en occuper? Elle espère capter 1,9% de ces 5,9 millions. Donc, quel est son chiffre d'affaires potentiel? Allez-y, allez-y. Allez-y. Très bien, impeccable Eva. Non, c'est Célia qui m'a donné la réponse. Très bien Célia, moi c'est bien. Donc je vais reprendre le calcul simplement. Ici on cherche la part que représente 1,9% sur la totalité. Ça marche un an, bon résultat aussi. Donc on va reprendre 5 919 954 multiplié par 1,9%, ou multiplié par 1,9 divisé par 100, ou multiplié par 0,019. Ces trois méthodes de calcul reviennent à la même chose et on obtient donc 112 400
479 €. Pas mis des virgules. Ici, voilà le chiffre d'affaires potentiel que Pierrine va pouvoir éventuellement réaliser. Alors, dans ce type d'exercice, ce qu'il faut bien à chaque fois se dire, c'est est-ce que je cherche une proportion de quelque chose? Dans ces cas-là, on multiplie la base par le taux, d'accord? Ou est-ce que le chiffre qui m'est donné est fait pour augmenter ou diminuer quelque chose? Ce qui a été le cas des deux premiers chiffres. Le premier nous demandait de faire une augmentation de 3% pour trouver la consommation de 2004 par rapport à celle de 2001. Et le deuxième, c'est l'IDC, l'indice de disparité de consommation. Lui, il faut simplement multiplier par l'indice avec juste ici l'erreur où il n'y avait pas de pourcentage. Ce n'est pas un pourcentage ici. Voilà par rapport à ça. Y a-t-il des questions? Monsieur, c'est juste, c'est Anan. Du coup, s'il y a une erreur sur un calcul, tout notre tableau ensuite est faux en fait. Malheureusement. Alors moi, je vous conseille, ça ne coûte rien de mettre les calculs. Parce que imaginons, le premier, d'accord, le premier est faux. Mais tous les autres sont bons. Alors, ils vont être faux, mais les calculs sont bons. Le correcteur va vous mettre des points. Par contre, le premier est faux, tous les autres calculs sont faux et il ne connaît pas votre méthode de calcul, il vous met 0. Voilà, exactement, Célia. Donc, ce n'est pas très compliqué parce que de toute façon, vous allez les faire, les calculs, de mettre simplement juste à côté, j'ai fait 2152,25 fois 0,64%. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Vous indiquez vos calculs. Si le premier est faux, évidemment, tout le reste va être faux, mais la méthode est bonne. Donc, il peut se dire, ah bah zut, elle a juste fait une erreur ici. Au lieu de multiplier par 3%, j'en sais rien, vous avez multiplié par 30 ou par 0,3, peu importe. Vaut mieux en mettre trop que passer, effectivement. Alors, attention, il ne faut pas perdre de temps non plus, d'accord? Mais ici, ça ne vous coûte rien de mettre les calculs. Voilà pour votre réponse. Mais effectivement, alors il y a beaucoup de choses en gestion. Dans les budgets, par exemple, si votre budget de départ il est mort, votre trésor elle est morte. Si dans le tableau des SIG, vous démarrez mal, boum, toute la fin est mort. Donc moi je vous dis, mettez au plus vos calculs, de façon à ce que même s'il y a une erreur dès le départ, on puisse au moins vous mettre une partie des points, c'est-à-dire qu'au moins vous vous trompez au premier et tout le reste est bon et je vois que tous vos calculs sont bons. Si l'exercice est noté sur 5, vous avez au moins 2. Quand vous n'aurez pas 5, effectivement, parce que vous êtes trompé. Mais c'est mieux que 0, parce que si le premier est mort et que tous les autres sont morts et que je ne connais pas du tout vos calculs, ben, je peux rien du tout, je ne peux pas valoriser. Donc, ce que le correcteur cherche, c'est à valoriser la copie. Qu'est-ce qui est bon dedans? Il ne cherche pas qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est bon. Ben, les calculs sont bons, les résultats sont faux parce que la base est fausse dès le départ. Ben, c'est quand même qu'il y a juste une erreur. Je ne vois pas pourquoi je mettrais 0 alors que 90% est bon dans la méthode. Voilà pour cela. Les chapitres de marketing, ça tombe assez souvent, mais ça tombe aussi souvent avec beaucoup de notions de cours. Par exemple, ici, sur ce chapitre-là, en plus de cette question-là, je ne vous ai pas mis les questions, mais en plus de cette question-là, on vous demandait de définir ce que c'est qu'une zone de chalandise. On vous demandait de définir ce que c'est qu'un positionnement. On vous demandait d'évaluer les atouts par rapport à la concurrence. Donc là, ça fait quand même appel à de la réflexion. On proposait lui un positionnement en ce qui concerne l'assortiment. Il faut savoir ce que c'est que l'assortiment. Le prix, le service, bon, la question était quand même assez costaud. Hein, dresser une liste des motivations d'achat. Donc il y a quand même pas mal de choses. Alors ici, il y a beaucoup de choses qui étaient demandées. Et vous voyez que la partie chiffres, c'était juste une question sur 1, 2, 3, 4 questions avec une autre ici qui est divisée en 3. Donc, on va en profiter ici. Il nous reste 20 minutes impeccables pour faire un petit caout et puis revoir quelques notions.
Et puis vous, ça vous permet de vous dire, waouh, je sais mon cours, ou je sais à peu près mon cours, ou je ne sais pas du tout mon cours. D'accord? Si vous êtes perdu, c'est que voilà, il faut revoir la partie cours. Alors, donc vous pouvez vous connecter sur Kahoot. Je vais vous donner les éléments. Hop. Alors, je vais vous demander de vous identifier avec votre première lettre de prénom, votre nom et votre campus, s'il vous plaît. Voilà, je vous diffuse ça. Voilà, vous devriez avoir le code PIN à l'écran, c'est le 263 71 64. Kahoot Marketing, exactement. Oui, c'est pas grave, Valérie. Charlotte, OK. Montpellier, Nice, Montpellier, Lille. Anne, Célia. Alors, Audrey est là. Célia est là. Charlotte est là. Chloé. Alors, Chloé. Chloé n'est pas encore là. Eva est là. Anne est là. CCR. Ah, d'accord. Lou n'est pas là. Alors, vous me dites, hein, soit on vous attend, soit on vous attend pas, mais vous me faites un petit signe pour pas qu'on perde de temps. Valérie m'a dit qu'elle ne pouvait pas se connecter. Est-ce que Lou va se connecter ou pas? Allez, repeat again. Est-ce que Lou va se connecter ou pas? Est-ce qu'on l'attend ou pas? Ça sent l'étudiant qui a mis la vidéo et qui est parti faire autre chose. Je n'arrive pas à avoir accès. D'accord. J'ai été mauvaise langue. A priori, allez, je vous laisse encore un petit peu de temps. Alors. « 263, 71, 64, normalement. Ouais, genre d'habitude, c'est toujours en mode t'inquiète, je suis capable. Bon, en vrai, la majorité du temps, je suis capable, t'as vu. Là, en fait, dans mon entourage, j'ai trop de... Alors, Célia, vous pouvez fermer votre micro? En gros, s'il envoie une question. Merci. Allez, on y va.
Monsieur, j'avais trop envie de répondre, c'est une enseigne de parapluie. Elle était pas mal, hein. Pas mal. Ah, et puis en plus, j'ai marqué c'est une enseignement. Alors, donc ce sont des produits qui sont commercialisés sous une même marque, oui. Par exemple, je vais vous dire, Thomson ou, je sais pas moi, les marques d'électroménager, Samsung, par exemple, commercialisent sous la marque Samsung des téléphones, des réfrigérateurs, voilà. Donc, on a l'ensemble de la gamme de la marque est commercialisé. Non, je me trompe avec la marque produit, excusez-moi. L'ensemble de la gamme n'est pas commercialisé sous le même nom. D'accord? Ce sont des noms différents, alors que pourtant c'est la même marque au départ, c'est la même maison mère, mais elle commercialise ses produits de façon avec une identification pour chaque produit. Alors, bravo à Audrey. Alors, la partie, les personnes qui ont choisi les cacahuètes. Une des caractéristiques d'une marque distributeur qu'on appelle aussi la marque propre, hein, d'accord, c'est que ça n'est pas le nom d'enseigne qui apparaît. Par exemple, chez Leclerc, vous avez la marque Repère. Ou encore sur Intermarché, je crois que vous avez la marque Les Mousquetaires. C'est une marque qui appartient bien sûr à l'enseigne, mais qui ne porte pas le nom de l'enseigne. Alors que on différencie ça de la marque justement enseigne, ou par exemple pour Carrefour, vous avez la marque Carrefour. Et donc c'est le même, le nom du produit, le nom de la marque du produit et le nom de l'enseigne sont les mêmes. Ça, c'est ce qu'on appelle une marque enseigne. Alors bien sûr, il y a des avantages à utiliser une marque enseigne. Donc, dès que vous allez parler de Carrefour, toute l'image de marque de Carrefour, elle se reporte sur le produit. C'est aussi une difficulté parce que si Carrefour, la marque, enfin l'enseigne Carrefour prend un petit coup dans la tronche, alors tout de suite, les produits vont être touchés. Alors que si on avait une marque qui appartenait à Carrefour, mais qui ne porte pas le nom Carrefour, comme par exemple on a chez Leclerc avec la marque Repère, si Leclerc prend un coup, les gens ne vont pas forcément faire attention que Repère, c'est Leclerc. Et donc, le produit en lui-même, qui porte la marque, donc ici, la marque distributeur, hein, la marque propre, ce produit-là ne va pas souffrir des problématiques que Leclerc pourrait trouver. Mais il y a aussi des inconvénients, c'est-à-dire que le produit ne bénéficie pas de l'image de marque de Leclerc, ou de la pub, ou des choses comme ça. Il faudra spécifiquement communiquer sur ce produit. Alors, Lille est passé devant. Youhou! Allez, Lille!
Alors ici, concernant la gamme, d'accord? La gamme a 3 caractéristiques. Elle a comme caractéristique sa largeur, qu'on va voir après, la profondeur et la longueur de la gamme. Donc la hauteur de la gamme n'est pas une caractéristique de la gamme. Donc ici, la largeur de la gamme, c'est le nombre de lignes de produits. Ce qu'on appelle une ligne de produit, c'est le nom de références différentes. D'accord? C'est-à-dire que, par exemple, Renault fait des voitures, mais fait aussi des camionnettes. Ça nous donnera, et à l'intérieur d'une même ligne, on va pouvoir avoir en plus des déclinaisons. Dans les voitures, il y a la Twingo, il y a la Renault, il y a la Clio, il y a la Mégane, etc., etc. La profondeur, c'est sur le même produit, sur la même ligne, les déclinaisons différentes. Ça va nous donner la profondeur. C'est-à-dire que si on prend toujours, on va prendre les téléphones, par exemple, Apple fait du smartphone, mais fait aussi de la tablette, fait aussi de l'ordinateur, fait aussi des AirPods, fait aussi, etc. Voilà. Ça, ce sont les différentes références, mais à l'intérieur de la gamme, par exemple, smartphone, vous avez, alors, outre le fait qu'il y a l'iPhone 1, 2, 3, 4, 5, alors aujourd'hui on est au 12, au 13, mais à l'intérieur de la même gamme, de la même ligne de produits, du 12, vous avez différentes couleurs, par exemple. Vous avez différentes capacités de stockage. Donc tout ça, ça va nous donner la profondeur de la gamme. Et quand on multiplie la profondeur de la gamme par la largeur de la gamme, on obtient sa longueur, c'est-à-dire le nombre de références totales que vous pouvez avoir. Imaginons vous commercialisez des produits alimentaires. Par exemple, Mademoiselle Borneave, là, tout à l'heure, elle proposait des produits alimentaires. Donc, elle va avoir des pâtes, elle va avoir du riz, elle va avoir des farines, elle va avoir des légumes, elle va avoir des fruits. Voilà, tout ça, ce sont ces lignes. À l'intérieur des pâtes, elle va peut-être pouvoir commercialiser des pâtes sans gluten, des pâtes, j'en sais rien, moi, au sarrasin, etc. Vous voyez que toute cette profondeur de gamme c'est les déclinaisons des produits. Et quand on multiplie les déclinaisons par la largeur de gamme, on obtient la longueur de la gamme, c'est-à-dire le nombre de références totales. Et ça, vous devez le savoir. D'accord? C'est 3 phrases à retenir pour définir la largeur, la profondeur, la longueur. La hauteur n'existant pas. Bravo Célia, je suis à fond avec vous. J'entends les feuilles tourner. Alors, effectivement, hein, c'est la variation de la demande sur la variation du prix. On sait que pour établir une variation, c'est des valeurs d'arrivée moins valeur de départ sur valeur de départ. Valeur d'arrivée moins valeur de départ sur valeur de départ. Donc, seule la réponse bleue était correcte. Oh non. Alors justement, si l'élasticité est supérieure à 1, alors, qu'est-ce que l'on dit? Monsieur, je vois plus le tableau. Un problème de connexion peut-être? Vous avez les réponses quand même? Vous avez les petits carrés rouges, etc.? Non, j'ai juste les carrés sur lesquels je peux cliquer en fait. Moi sur l'ordi, mais je vois pas les questions. Donc, si l'élasticité est supérieure à 1, alors, Oui. rouge, la demande est très élastique. Jaune, la demande est inélastique ou peu élastique. Bleu, la demande est parfaitement élastique. Ok, c'est bon, merci.
On se dépêche, il ne reste plus que 5 secondes, il manque une personne. La demande est très élastique. Ça veut dire que notre demande va fortement réagir par rapport au prix. Une petite augmentation du prix va avoir une grosse influence sur la demande. La demande parfaitement élastique, c'est celle qui est kiff-kiff, d'accord? Augmentation de 5%, variation de 5%. La demande inélastique, c'est la demande qui ne réagit pas aux variations du prix. Vous avez été sympa là. Bah, si vous ne trouvez pas, c'est que vraiment la notion de circuit court n'a aucune signification sur vous. Voilà, donc effectivement, hein, dans le circuit court, je ne vais pas revenir sur la bonne réponse, je vais plutôt revenir sur les 2 erreurs que vous avez commis. Comme il n'y a pas d'intermédiaire, il ne peut pas y avoir de conflit entre les intermédiaires. D'accord? Ça, on va avoir ce type de réponse plutôt dans des circuits longs, où il y a plusieurs intermédiaires et effectivement, il peut y avoir certains conflits entre les intermédiaires, ce qui fait que celui qui est au bout de la chaîne peut éventuellement en pâtir. Autre proposition qui n'était pas exacte, une bonne diffusion géographique. Ben, si vous êtes en circuit court, vous allez travailler sur du local. Il ne peut pas y avoir une bonne diffusion géographique puisque vos produits, justement, vous allez les laisser dans la région ou dans la ville ou dans l'espace où ils ont été fabriqués. Donc, ces 2 notions-là de bonne diffusion géographique et de risque de conflit entre les intermédiaires, c'est plutôt des choses qui sont dévolues à des circuits beaucoup plus longs. Comme la perte de clientèle, la perte de contact avec le client, pas dans le circuit court, bien au contraire. C'est tout le contraire. Alors, quelles sont les obligations du franchisé? Donc, celui qui va être l'enseigne. Je ne sais pas, moi, si j'ai un McDo à Lille, c'est pas moi un McDo. Moi, j'utilise l'enseigne McDo. J'ai signé un contrat avec McDo qui me permet de commercialiser du produit McDo et bénéficier d'un certain nombre de choses. Mais le droit d'utiliser l'enseigne McDo et de faire un McDo, ça se paye. D'accord? Et c'est cette contribution financière qui est soit un droit d'entrée, enfin qui est souvent un droit d'entrée plus des royalties, c'est-à-dire un pourcentage du chiffre d'affaires que je vais réaliser, que je vais devoir verser à McDo. Donc je crois que le ticket d'entrée chez McDo, il est à 50 000 euros. Il faut mettre 50 000 euros sur la table. D'accord? Et ensuite, vous allez bénéficier, bien sûr, d'un certain nombre de choses. Et vous allez bénéficier de toute la publicité que McDo va faire. Vous allez bénéficier d'une formation et d'une transmission d'un certain savoir-faire. La transmission du savoir-faire, c'est une obligation du franchiseur vers le franchisé.
Allez, alors, je vais passer assez vite, hein, parce qu'il est déjà 16 et j'ai vos petits camarades derrière. Effectivement, la zone de chalandise, hein, c'est là où se trouvent mes clients potentiels. Donc, ça n'est pas la zone où se trouvent mes fournisseurs. Non, ce sont mes clients. Charlotte, ça a repris la tête. Allez, juste 20 secondes pour répondre. Au bout de 20 secondes, j'arrête. Puis chez vous, il vous reste plus que 6 secondes pour répondre. Effectivement, c'est la règle des 5 B, hein, c'est le bon prix au bon endroit, avec la bonne publicité, etc. Vous regarderez dans votre cours, c'est une règle qui s'applique au marchandisage. D'accord, on l'appelle la règle des 5 B ou la règle des 5 R en anglais. Désolé, je suis obligé d'aller un petit peu vite. Je vais vous demander de répondre pareil en 20 secondes à la prochaine question, qui n'est pas très compliquée normalement. Allez, il reste 5 secondes. Ah, bah voilà, bravo à tous, heureusement. D'accord, donc c'est cette méthode, hein, qui est parfois décriée parce que ça nous dérange un peu de pouvoir contacter dans le cadre d'une campagne publicitaire, dans le cadre de recherche de clients, des clients spécifiquement par téléphone. Alors, le grand vainqueur du concours de ce jour est... Oh, voilà, Célia sur le podium. Audrey à la deuxième place et je pense que Charlotte a ravi la première place. Bravo Charlotte, 9, 8 et 7 réponses. Mathilde et Eva prenant les places suivantes. Eva la quatrième et Mathilde la cinquième. 2 Lilloises sur le podium des 5 premiers. Ça me fait plaisir. Allez, je vais vous laisser monsieur, au revoir. rapidement et on se revoit le prochain cours. Ciao.